Donc l'équipe qui appelle lui rapporte, ce n'est pas un ping-pong entre vous et moi. Laissez-moi parler. Ce n'est pas une discussion entre vous et moi. Vous me donnez la parole, ce n'est pas un échange. Quand vous me posez une question, laissez-moi répondre. Je vous rappelle que vous accompagnez là-dessus. Non, vous ne m'accompagnez pas. Je vous interdis de m'accompagner. Monsieur Zé, non, vous jouez un peu trop votre rôle. Jusqu'à la fin. Monsieur Zé. Et moi, je suis d'accord avec ceux qui disent que c'est même un gouvernement de récompense. Parce que si vous voyez que le président n'a pas changé son gouvernement depuis 2025, on pensait qu'il allait le faire en 2021, 2022, 2023, il ne l'a pas fait. C'est qu'effectivement, ce que nous voyons là actuellement, nous rentrons dans cette logique-là où le président estime qu'ils ont beaucoup travaillé pour le maintenir au pouvoir. Ils ont triché à l'élection présidentielle, ils ont volé l'élection pour lui, ils l'ont fait réélire, ils ont maté le peuple camerounais après l'élection du 12 octobre, ils ont mis des Camerounais en prison après cette élection du 12 octobre, là, les enfants qui ont voulu manifester contre ce vol électoral. Le président est dans un échange de service avec ses créatures. Je dis, non, peuple camerounais, nous avons rien à attendre de Paul Biya, puisqu'en fait, il est dans son égoïsme habituel. Dire ce qu'il ne fera jamais et toujours garder les voleurs, les criminels économiques, c'est lui-même qui avait dit, les bandits à col blanc en poste, c'est lui-même qui avait dit. C'est incroyable. C'est incroyable. Et on me défend, il a fait pareil. Non, je continue, je sais que ça fait un peu mal. Je vais dire une chose ici. Il faut dire que on ne peut pas penser qu'un poste de vice-président est important aujourd'hui comme assistant. Pour venir comme assistant d'un monsieur qui lui-même déjà depuis des années, quand il était encore dans sa toute vigueur, sa grande vigueur, refusait de travailler. Comment vous voulez assister quelqu'un qui depuis est incompétent, qui depuis refuse de travailler? Comment ça refuser de travailler? Question de coordination, Valère Bessala, bonjour. Je réponds rapidement aux internautes qui demandent où est-ce qu'il est Valère. Valère est bien sûr là ce dimanche et on l'accueille avec cette question, ces incertitudes, cette cacophonie. Il y a des mots nouveaux qui sont sortis autour de cette thématique-là. Est-ce qu'on en fait un peu trop lorsqu'on énumère ces points qui sont problématiques pour l'opinion, pour le peuple camerounais, des choses qui ne marchent pas? Vous en faites moins. D'ailleurs, vous n'en faites pas trop. Vous n'en faites pas trop parce que ces problèmes de coordination datent déjà, on va déjà à presque 8 ans, qui se sont amplifiés. Il y en avait déjà avant, c'est 2018, mais sont amplifiés. J'ai suivi les autres en repérage, mais je vais partir des propos que j'ai suivis moi-même ici, tout à l'heure. Alors, on me dit tout à l'heure à mon prédécesseur que les problèmes de coordination sont des problèmes normaux. D'accord, la phrase n'est pas finie. Les problèmes de coordination sont des problèmes normaux quand on a un président qui est anormal. Quand on a des dirigeants qui sont anormaux. Quand on a des dirigeants qui sont anormalement non patriotes. Vous comprenez? Quand on a des dirigeants qui sont anormaux, ça devient normal. Quand on a des dirigeants incompétents, volontairement incompétents, j'ajoute cet adverbe, volontairement incompétents, vous voyez? Alors, si je l'ai dit, je vais axer mon propos sur deux petites maximes. À chef incompétent, collaborateur incompétent. Première maxime. Deuxième maxime, là tout le monde la connaît. Le poisson pourrit toujours par la tête. Si je l'ai dit, je peux m'avancer. Un chef incompétent va toujours recruter des incompétents. Parce qu'il ne voudra jamais s'entourer des gens compétents, excellents, qui pourront mettre en lumière son incompétence. C'est ce que Biya a montré depuis 1982. Je crois que pour ceux qui lisent d'ailleurs les ouvrages, c'est-à-dire des gens qui parlent de lui dans les ouvrages, ils vont vous dire que même depuis qu'il était déjà au petit séminaire, au lycée, ceux qui l'ont côtoyé savent que c'était quelqu'un de foncièrement égoïste. On a lu Mvana par exemple. Foncièrement égoïste. C'est-à-dire quelqu'un qui ne pense qu'à lui, qu'à lui, qu'à lui, qu'à lui, qu'à lui. Et une fois président de la République, vous attendez à ce qu'il change. Il ne va pas changer. Son problème, c'est à quel niveau? Il ne va pas changer. Alors, s'il a cela dans les gènes, il ne pensera qu'à lui. La preuve, si vous pouvez abandonner un pays pendant 49 jours, vous restez dans une petite chambrette d'un hôtel en Suisse. Tout un pays, 30 millions d'habitants, des gens qui sont sous-développés, qui ont besoin d'avancer. Vous les abandonnez pour aller rester là-bas. Vous pouvez comprendre que c'est un pays normal? On est dans un pays normal? Non, on n'est pas dans un pays normal. Que le président c'est de la jouissance. C'est de la jouissance. Là où il se trouve, il n'y a aucun président sur cette terre qui a passé autant de temps dans une chambre d'hôtel comme Biya. Ça remonte quand même à... Non, je dis sur cette terre qui a passé autant de temps dans une chambre d'hôtel. Ça veut pourtant alors que nous avons un merveilleux palais qu'Ahidjo a construit et qui a coûté plus de 200 milliards à Ahidjo et au Cameroun par l'architecte Olivier Kakoup. Vous voyez? Vous avez donc ce problème. Je prends ces indicateurs pour faire comprendre que voilà le Cameroun dans lequel on se trouve. Vous disiez tout à l'heure que non, l'incoordination, non. Il disait les problèmes de coordination. Non, on a les problèmes d'incoordination. On n'a pas les problèmes de coordination. Parce que les problèmes de coordination ne peuvent pas être normaux dans un pays qui est normal. Vous voyez? On a des problèmes d'incoordination. Quand on a des problèmes d'incoordination, il faut donc vous poser la question. Il a signé une instruction à la fin des années 1990, je crois 1994, une instruction sur le travail gouvernemental.
Il a signé encore une autre instruction en 2002, je crois le 1er octobre ou 2 octobre 2002, sur la solidarité gouvernementale. Le Premier ministre, je crois, Inoni, FM, a pris aussi un texte comme ça circulaire en 2007. Toujours pour rappeler les membres du gouvernement à l'ordre sur le travail gouvernemental, la nécessité de se mettre au travail. En 2000, après le décret, après le gouvernement du 9 décembre 2011, lui-même il a demandé à tous ses ministres des feuilles de route. Et il y avait un deadline qui était fixé au mois de juillet 2012. Jusqu'à, je ne sais pas, août septembre, qui était terminé en 2018. Personne n'avait jamais vu ces feuilles de route. Personne n'avait jamais eu le suivi de quoi que ce soit. Alors, donc, vous comprenez que les problèmes d'incoordination auxquels on a assisté, justement, répondent à ce que vous voulez jouer comme dans un petit vaudou, qu'on n'a jamais vu les feuilles de route. En fait, il n'y en a jamais eu certainement. Et s'il y en a eu, c'est que personne n'en a pris acte. Vous voyez, c'est ça le pays dans lequel nous nous trouvons. Alors, vous parlez de gouvernement. Moi, je dis simplement, pour ceux qui attendent le gouvernement, vous attendez quel gouvernement? Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, j'ai suivi tout à l'heure, quelqu'un dit, voilà, il y a un problème. Qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle élection, un nouveau président, il doit rafraîchir son gouvernement. Mais s'il ne rafraîchit pas son gouvernement, il y a aussi une autre maxime qui dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, n'est-ce pas, monsieur Zé? On ne change pas l'équipe qui gagne, n'est-ce pas? Et donc, on ne doit pas se plaindre. Ça veut dire donc que l'équipe qui est actuelle, pour le président, est une bonne équipe. Elle lui rapporte des résultats. Donc l'équipe qui est actuelle lui rapporte des... Ce n'est pas un ping-pong entre vous et moi. Laissez-moi parler. Ce n'est pas une discussion entre vous et moi. C'est un échange. Vous me donnez la parole, ce n'est pas un échange. Oui. Quand vous me posez une question, laissez-moi répondre. Je vous rappelle que non, c'est un délicat. Sauf que lui-même, il a dit, et je vous accompagne là-dessus. Non, vous ne m'accompagnez pas. Je vous interdis de m'accompagner, monsieur Zé. Monsieur Zé, non, vous jouez un peu trop de rôle. Jusqu'à la fin. Monsieur Zé, je vous relance. Ne me relancez pas. Je ne suis pas encore tombé. Je ne suis pas encore tombé. Je ne suis pas encore tombé dans mon propos. Vous trouvez trop d'émissions dans mon propos. Je suis désolé. Non, je vous le dis aussi. De vous relancer parce que j'essaye de donner un sens aussi à mon émission. Non, ça veut dire que je ne donne pas de sens quand je parle? Elle ne va pas dans tous les sens, une émission. Alors, moi, je vais dans tous les sens. Tient le fil conducteur. Et je ne vous ai pas coupé. Monsieur Zé, je vous ai relancé sur un aspect. Relancer quelqu'un, c'est le couper. Vous dites que le président est satisfait. Et je voulais vous rappeler que ce président venait de dire qu'il va changer le gouvernement lui-même. C'est pour vous accompagner. Voilà, je ne vous ai pas coupé. Où est la plus-value de ce que vous venez de dire? C'est un rappel. Mon rappel, c'est un fait. C'est les faits. C'est moi ce que je fais ici. Si vous avez fini, alors, je vais vous le dire et je ne vais plus jamais vous le dire. Parce que peut-être vous avez dû remarquer que chaque fois qu'on me fait des relances qui ne rentrent pas en droite ligne de mon propos, je fais fi de ce que vous avez dit. Donc je vous le dis comme ça par politesse. Parce après, je vais le faire, même si vous ne vous faites. Alors je le dis encore. Inutile sur le plateau. Je ne veux pas être inutile sur le plateau. Vous êtes là, vous me posez des questions, nous répondons. Moi, vous demandez d'applaudir, je ne vais pas applaudir. Je joue au même rôle. Non, on s'est déjà compris. On s'est compris. Si on s'est compris, allons donc sur une belle relance maintenant et vous ne me relancez. Je vous relance. Vous ne qualifiez pas mes relances. Je vous relance. On est d'accord là-dessus. Je vous suis. Voilà. Vous dites que le président est certainement satisfait. C'est votre point de vue. Et je vous relance. Ça, je ne l'ai pas dit. D'accord, allez-y. Si vous ne l'avez pas dit, je ne vous ai pas compris. Et je suis seul à avoir pas compris. Vous voyez donc, on a pris 5 minutes. À dire ce que vous avez dit. Que s'il ne change pas de gouvernement, ça veut dire qu'il est satisfait. À déformer mes propos parce que vous n'écoutez pas. Alors, je vais vous dire ceci. Non. Je peux continuer. Est-ce que je peux continuer? Continuez, allez-y. Merci beaucoup. Il n'a donc pas changé d'équipe depuis. Il n'a donc pas changé son équipe depuis. Ça veut dire qu'il est content. Il est satisfait, je prends donc votre terme cette fois-ci, puisque vous allez sur cette voie, satisfait de cette équipe gouvernementale, parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. On l'a appris dans le football, n'est-ce pas? Maintenant, on l'a appris dans le gouvernement. Quand je dis cela, je dis que s'il n'a pas changé d'équipe jusqu'à aujourd'hui, c'est que lui, il est satisfait de ce qu'ils font. Et nous nous plaignons aujourd'hui, ça veut dire que le problème n'est pas ce qu'on maintient depuis 2018 ou depuis 2019. Le problème, c'est celui qui le maintient. Comprenez? Alors, moi, je refuse de venir dire ici qu'il y a des problèmes de coordination dans le gouvernement, il y a des problèmes de supervision, et on dit que c'est le ministre Bayrou qui a marché sur les plates-bandes du ministre du Commerce, et vice-versa, ainsi de suite. Non, le problème c'est Paul Biya. Ça veut dire quoi? Si, après une élection, chaque élection, on prend seulement la borne de 97, il avait changé un gouvernement après chaque élection présidentielle, et que cette fois-ci, il a jugé qu'il n'en change pas, ça veut dire qu'il est satisfait. Et comme il est donc satisfait, les résultats auxquels nous assistons et que le peuple réprouve doivent être posés sur la tête de Paul Biya. C'est ça que je suis en train de dire aujourd'hui. Et moi, je suis d'accord avec ceux qui disent que c'est même un gouvernement de récompense. Parce que si vous voyez que le président n'a pas changé son gouvernement depuis 2025, on pensait qu'il allait le faire en 2021, 2022, 2023, il ne l'a pas fait. C'est qu'effectivement, ce que nous voyons là actuellement, nous rentrons dans cette logique-là où le président estime qu'ils ont beaucoup travaillé pour le maintenir au pouvoir. Ils ont triché à l'élection présidentielle, ils ont volé l'élection pour lui, ils l'ont fait réélire, ils ont maté le peuple camerounais après l'élection du 12 octobre, ils ont mis des Camerounais en prison après cette élection du 12 octobre, là, les enfants qui ont voulu manifester contre ce vol électoral. Et donc le président estime qu'ils ont fait du très bon boulot. D'ailleurs, ils lui ont préparé un merveilleux texte constitutionnel pour la modification et l'instauration d'un vice-président. Donc le président est très content de cela. Ils ont d'ailleurs désormais
déboulonné un verrou pour l'élection des conseillers municipaux, puisqu'on savait que les conseillers municipaux, c'était maximum une prolongation de 18 mois. Ils lui ont trouvé la pichenette selon laquelle il peut consulter le Premier ministre et le président du Sénat et qui vont lui permettre, qui vont lui donner leur avis pour pouvoir renouveler le mandat des conseillers municipaux ad vitam aeternam, ad libitum, c'est-à-dire à volonté. Ils lui ont donné la merveilleuse pichenette. Désormais aussi, les députés lui ont donné ce bras-là de pouvoir prolonger leur mandat jusqu'en 2027. Donc on a un Parlement aujourd'hui qui fera, de nous les députés, qui feront 7 ans. 7 ans en fonction en Parlement. Donc, il est reconnaissant à son équipe gouvernementale. Vous comprenez? J'ai donc commencé par vous, monsieur Jean-Jacques Zé. J'ai commencé par l'égoïsme, n'est-ce pas? Je sors par là. Oui. J'ai commencé par l'égoïsme. Oui. Vous comprenez donc que tous ces actes que je viens de citer, que son gouvernement-là, que ces créatures, on lui a rendu comme service là, vous comprenez que ça servit à qui? À lui uniquement, n'est-ce pas? Parce que ça lui permet aujourd'hui de rester au pouvoir et de se maintenir. Donc l'inquiétude des populations ne se justifie pas. Non, l'inquiétude des populations se justifie parce que nous avons le souci de la patrie. Vous, journalistes, nous débatteurs, nous tenants d'opinion, comment dire, leaders de politique, ainsi de suite, se justifie parce que nous avons le souci de la patrie. Mais ça ne se justifie pas vis-à-vis de lui parce que lui, il a pris l'élection. Il a même volé l'élection, mais il refuse de travailler. Parce qu'il pense que ceux qui l'ont maintenu au pouvoir méritent de rester là où ils sont parce que c'était un échange de services. Donc le président est dans un échange de services avec ses créatures. Je dis donc au peuple camerounais, nous n'avons rien à attendre de Paul Biya. Puisqu'en fait, il est dans son égoïsme habituel. Dire ce qu'il ne fera jamais et toujours garder les voleurs, les criminels économiques, c'est lui-même qui avait dit. Les bandits à col blanc en poste, c'est lui-même qui avait dit. Les apprentis sorciers en poste, c'est lui-même qui avait dit. Donc il préfère s'accommoder de ces gens-là qui pillent les caisses, de ces gens-là qui permettent au Cameroun de tourner en rond et ne peut jamais évoluer pour son propre lucre, pour son propre bonheur, pour son propre pouvoir à lui tout seul. Merci. Est-ce qu'on est là dans ce que nos parents, j'en ai entendu, qualifient d'un climat de fin de règne d'abord? Est-ce que nommer un vice-président ou refaire un gouvernement pourrait changer les choses? Je crois que vos questions sont à brûle-point importantes, mais elles desservent un peu le gouvernement que beaucoup semblent défendre et Paul Biya qu'ils veulent vraiment absolument défendre sur le plateau. Parce que tout ce que j'ai entendu dire ne fait qu'infantiliser l'homme. Parce que vous dites, tous ceux qui demandent de ne pas prendre un gouvernement sont des noyeurs. C'est une infantilisation du président. C'est pour dire que le président ne peut plus rien seul. Mais ça veut dire quand même qu'ils avouent d'abord que le président est dans une grande mare d'eau et il croit qu'il est dans une mer à boire. Et donc il va se noyer dans la propre mare que lui-même il a laissé arroser. Ouais, je suis désolé. Ceux qui disent au président de ne pas prendre... Ceux-là c'est qui? C'est les gens que lui-même il a nommés. C'est les gens que lui-même il maintient. C'est vous d'abord. Parce que nous autres les politiques, nous sommes à l'extérieur. On n'a pas un impact technique sur la machine. Tout ce que nous pouvons faire c'est sensibiliser le peuple. Ça veut dire que ceux qui conseillent le président c'est eux les noyeurs. Parce qu'il ne faut pas que le professeur ait peur de ses propres mots. Il faut qu'on réoriente bien son propos pour qu'on dise que les noyaux, c'est ce que le président lui-même nomme et maintient autour de lui. Donc, c'est une infantilisation du président. C'est-à-dire les gens veulent défendre le président et ils le transforment en un petit enfant. C'est un démagogue. Je veux même vous dire une chose. Nous l'avons appris des biologistes. On dit toujours, la vie d'un être humain, on commence comme un enfant, on finit comme un enfant. Vous suivez mon regard. On commence comme un enfant, on finit comme un enfant. C'est-à-dire on est bébé, on est adolescent, et puis on arrive à un âge adulte, et au fur et à mesure qu'on vieillit, nos fonctions et tout ça commence à dégénérer. Et donc, c'est biologiquement correct. Biologiquement correct. Merci beaucoup. Ça veut dire que nous avons un enfant à la tête de l'État. Que les gens disent maintenant que c'est pour vos collaborateurs qui ont encore l'âge de réfléchir et la force de la pensée vont le noyer. C'est incroyable. C'est incroyable. Et on me défend, il a fait pareil. Non, je continue, je sais que ça fait un peu mal. Je vais dire une chose ici. Je veux dire que on ne peut pas penser que un poste de vice-président est important aujourd'hui, comme assistant. Pour venir comme assistant d'un monsieur qui lui-même déjà depuis des années, quand il était encore dans sa toute vigueur, sa grande vigueur, refusait de travailler. Comment vous voulez assister quelqu'un qui depuis est incompétent, qui depuis refuse de travailler? Comment ça refuser de travailler? Comment vous avez quelqu'un qui a été réélu chaque fois et vous pensez qu'il refuse de travailler? Bon, je vous prends un simple cas. C'est bien l'aîné et l'autre là. Comme le conseil des ministres. Grand frère, l'émergence c'est en 2035. Il reste 9 ans, n'est-ce pas? Notre DSE date de 2009. Où on nous a annoncé tous les grands projets, vous en savez long de lui, d'ailleurs c'est le cas de vos travaux. Qu'est-ce qui a été commencé? Donnez-moi 3 exemples, ce n'est pas une question que je vous pose, c'est à tout le monde. 3 exemples de ce qu'il y a dans le DSCE, c'est-à-dire un grand projet, 3 grands projets qui ont été commencés, qui ont été terminés, qui ont été livrés, inaugurés. Rien. Et nous sommes à 9 ans de l'émergence. Non, c'est pas une question que je lui ai posée, c'est il travaille sur les points. Il travaille sur les points. Est-ce qu'il va répondre de l'émergence? C'est lui le père de l'émergence. C'est juste une dialectique entre lui et moi. Vous comprenez? J'ai pris ce cas pour vous dire que 2009, le président est encore solide. Puisque vous voulez dire qu'il n'est pas incompétent. Il a laissé son neveu lui pomper cette affaire-là de DSCE quand il était encore ministre de l'économie. Il a amené ministre de l'économie une fois, 2 fois, ministre des Finances. Jusqu'aujourd'hui, rien du tout. On a 9 ans de l'émergence. On veut parler des projets.
Au lieu de parler du développement d'un pays, nous nous retrouvons en train de parler d'un vice-président qui va assister le président. Est-ce que c'est normal, monsieur? Quand le monsieur avait encore toutes ses facultés, toute sa force, il nous a donné des grands projets. Il nous a dit septennat des grandes ambitions. 2004, 2011, c'était ça, non? Et on a sorti le DSE. Septennat des grandes réalisations. 2011, 2018, aucune réalisation. Zéro, wallo, nada. T'as raison, Mzing. Voilà ce que nous avons aujourd'hui. Et il a pris le septennat de 2018 à 2025, septennat des grandes opportunités, même si nous disons qu'il aurait dû inverser l'affaire, les opportunités devaient arriver avant les grandes réalisations. Vous voyez, voilà le problème aujourd'hui. Et vous venez nous dire qu'un assistant, donc, va venir sans agenda constitutionnel, sans fonctionnalité prévue par la Constitution, il ne sera rien d'autre qu'un secrétaire général, la présidente de la République bis. C'est-à-dire un mec à qui on va aussi faire une autre délégation. Je suis désolé. Puisqu'il n'a pas de contenu constitutionnel. Il faudra donc que le président lui signe encore une autre délégation pour dire que vous vous occupez par exemple de la coordination administrative, de la coordination politique, je n'en sais pas trop, ou de la coordination, je ne sais pas quoi. Vous comprenez? Et on va retrouver encore dans cette affaire de qui même lui a dit de faire ça. Où est la preuve que c'est le président qui a donné l'instruction? Où est la preuve de ceci? Vous voyez que nous créons un monstre institutionnel, dans une constitution, en disant qu'il faut assister un monsieur qui lui-même a dit je peux être président de la République, je veux encore un autre mandat. Vouloir cache toujours une capacité. Vous ne pouvez pas dire je veux, je peux, et après vous dites quelques mois après, je veux un assistant. Ça n'a pas de sens. Donc je ne voudrais pas que ceux qui veulent défendre le président de la République pensent qu'ils lui font du bien, en disant que les gens vont le noyer. Non, vous allez l'utiliser. Je vais sortir. Vous allez réagir. Je vais sortir. Moi je ne suis pas long. Moi je vais sortir en disant je vais sortir en disant que le peuple camerounais aujourd'hui n'a pas besoin qu'on vienne défendre un président qui a dit qu'il veut travailler et qu'il peut travailler. Vous comprenez? On ne veut pas un président pour le défendre. Le peuple camerounais a besoin aujourd'hui de voir un président qui est au travail et non pas un président qui est couché et qu'on assiste. Un. De deux, le peuple camerounais, si le président est déjà âgé et qu'il ne peut plus être partout à la fois, a au moins besoin de sentir, là je me suis plus sur voir, a besoin de sentir son président, l'élu des élus, à travers les décisions qui sont implémentées, réalisées, appliquées, à travers un premier ministre debout. Debout. Parce que vous ne pouvez pas laisser un homme comme M. Dion Ngouté humilié depuis 7 ans aujourd'hui par ses propres ministres et vouloir en même temps dire et nous dire que vous voulez en même temps les résultats. Parce que j'ai dit toujours au président. Ceux qui ont dit tout à l'heure que non, M. Dion c'est un diplomate, mais le SGPR là, qui bouillonne dans toute la République, qui entre dans tous les dossiers, qui crée l'État, c'est un diplomate. Je suis désolé. Donc il ne s'agit pas de profil de carrière. Il ne s'agit pas de profil de formation. Non, moi je n'entre pas là-bas. Il ne s'agit pas de profil de formation. Il s'agit simplement de la capacité de travail. Il faut de la capacité de travail. Il s'agit de la capacité de travail, M. Jean-Jacques. Vous comprenez? Donc c'est ça le véritable souci aujourd'hui. Donc s'il y a une cacophonie, s'il y a des inconséquences gouvernementales, s'il y a une incoordination gouvernementale, c'est qu'il y a simplement une seule chose. C'est qu'il y a un orchestrateur de ces incompétences, un orchestrateur de cette incoordination. C'est le président de la République. Parce que figurez-vous, nous savons aujourd'hui que le président ne maîtrise plus son personnel politique. Il ne sait même plus aujourd'hui. Quand vous dites qu'il va nommer qui même? Il connaît tout. Le professeur Onan Guinée qui parle ici, il le connaît peut-être de par son pays. Il se souvient que Joseph Onan avait laissé un enfant. Donc Onan Guinée là, oui. Je me souviens quand même qu'avant de partir, mon ami Onan m'avait dit que j'ai mon fils quand même, qui est déjà quand même à un niveau là, c'est lui mon héritier. Il connaît peut-être Onan Guinée. Mais est-ce que Onan Guinée est la seule compétence qu'il y a dans la République? Je vous le dis, monsieur Jean-Jacques Zé, dans ces ministères que vous voyez là, ne voyez pas, il y a des jeunes, des gens compétents, chefs de service, chefs de bureau, sous-directeurs et tout. Ils sont compétents, mais ils sont tenus par un goulot d'étranglement qui enlève la lumière sur leur tête, enlève le soleil sur leur tête par ces gens-là, ces incompétents et ces non-méritants qui ont nos ministres, qui viennent soit par la cuisine du président, qui ne se souviennent pas soit les amis du président, qui viennent soit par les concubins, les concubines des ministres, ainsi de suite. Et on arrive à ce résultat. Donc il y a comme un nuage noir d'incompétence sur les compétents qui est en train justement de garder toute la République dans ce marasme-là. Je sors donc en disant, je refuse que l'on jette toujours l'anathème, parce que je serais peut-être moins méchant aussi avec eux, hein, sur ces ministres-là. Vous savez, beaucoup d'entre eux, je le dis ici en âme et conscience, aiment ce pays. Je vous le dis, monsieur Jean-Jacques. Les ministres? Oui. Beaucoup d'entre eux ont l'amour de ce pays. Sauf que, ils sont dans un système qu'un monsieur a organisé, juste pour se maintenir au pouvoir. On vous dit, on ne vous a pas nommé pour travailler. Et à la fin, il a un gros budget. Quand on lui demande de ne même pas travailler, il fait quoi? Il met la main dans la caisse. Il commence à payer les Prado et tout ce que l'autre disait tout à l'heure. Ils aiment ce pays. Sauf qu'ils sont dans un système qui refuse le travail. Un système qui refuse l'amour du pays. Ils sont donc obligés de faire parfois aussi ce qu'ils font. Pas tous, hein. Mais je dis, il y en a. Il y en a. D'accord. On essaie cela. Bon, bonjour Gigi Z. Comment se fait-il Valère Bessela sur le projet. Vous avez entendu les Camerounais citer le port autonome de Kribi, ainsi de suite, ainsi de suite. Je voulais également vous lire rapidement ce message qui va concourir à meubler la question. Bon,
toujours à votre panel, je pense sincèrement que l'opposition au Cameroun n'est pas toujours honnête et semble ignorer le vrai problème du continent africain en général. Depuis que je suis les débats télévisés, je n'ai presque jamais entendu un opposant parler du combat géopolitique du Cameroun que le président Paul Biya mène depuis les parts des marchés des Français qui sont partis de 43% à 7,6% aujourd'hui. Pendant que les opposants camerounais parlent de politique intérieure et de modernisation, le vrai problème est ailleurs. Il est dans la guerre d'indépendance et de la souveraineté. Le Cameroun aujourd'hui, c'est plus de 11 000 km de bitume, plusieurs barrages et 11 universités d'État pour 10 régions, sans vouloir être exhaustif. Je ne connais pas un autre pays de la CEMAC ou d'Afrique francophone qui a autant, sauf erreur de ma part, c'est Dylan Mungué depuis SOA qui cite également des réalisations du président Biya. Passons là très rapidement. Je pense que je commence par le tout premier. Il dit au port en eau profonde de Kribi Oui. a été livré opérationnel, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. Premier exemple. Voilà l'économiste qui est là. Le projet là, c'est le complexe au départ complexe industrialo-portuaire. Oui. Donc le port n'est qu'un élément de là-bas. Donc on a exécuté ce projet partiellement, donc à 30% environ. Donc ce n'est pas un exemple, ça n'a jamais donc été réalisé. Non. Il a parlé de la centrale à gaz de Kribi. Ça fait partie des centrales thermiques. Centrales thermiques qui font partie, il y a la centrale à gaz de Kribi, centrale thermique, il y a la centrale de la Dibamba, centrale à fioul. Et qui sont en fait des partenariats publics-privés, PPP, et qui ont été financés principalement par un opérateur français, EDF, qui nous a collé Globelec pour gérer cette affaire aux côtés de la KPDC. Vous savez combien nous versons à ces gens-là, malgré que ces projets n'ont même pas été menés à bout? Attention, 10 milliards chaque année que nous versons à EDF. 10 milliards chaque année, sans voir le résultat. Les délestages que vous avez aujourd'hui, on dit que la centrale à gaz, c'est 216 MW à reverser dans le circuit réseau interconnecté sud. Oui. Mais vous avez toujours aujourd'hui, quand il y a les problèmes d'ardoise, ils coupent leur affaire là et puis vous avez l'obscurité. Donc ce n'est pas une affaire opérationnelle, centrale à fioul, centrale à gaz. Il a cité Nachtigal. Bon, je ne vais pas blesser les gens parce que je sais que s'il parle de Nachtigal, vous savez que même il y a 2 turbines qui ne fonctionnent toujours pas. Ne regardez pas ce qu'on vous dit là. Même l'électricité que Nachtigal devait envoyer dans le réseau n'est pas opérationnel parce qu'effectivement ces turbines là ne sont pas opérationnelles, mais les Français continuent quand même à gruger leur dette, du moins à récupérer leur argent dessus. Donc il faut savoir que si on rentre dans ce genre de projet là, on n'y arrivera pas. Celui qui a notre confrère, notre frère qui a parlé tout à l'heure, du moins, donc vous avez lu le message, bon, il parle des routes. Bon, moi je vais vous dire 11 000 km. Oui, 11 000 km au linéaire, on parle de linéaire, bitumé, mais attention, quel était le budget du Cameroun à l'époque d'Ahidjo? Il a fondé l'État, d'accord? Et il nous avait laissé, je crois, autour d'Ahidjo, on était autour de 5 000 et poussière, presque 6 000. Donc si on a doublé en 40 ans, Ahidjo a fait 22 ans. Si Biya a fait 44 ans et qu'il a doublé le linéaire, ça veut dire même que Biya est en déficit de linéaire. Faites attention, parce qu'on suppose que nous avons laissé Ahidjo à 82, à 5 000 et poussière, arrondissons à 6 000, de linéaire bitumé. 22 ans, enlever 22 ans ou 44 ans de Paul Biya. Ça veut dire que Biya en 22 ans aurait eu vers aussi déjà, c'est 12 000. Et nous sommes à 11 000, donc il a un déficit de 1000 pour les premiers 22 ans, équivalent à Ahidjo. Plus les 22 ans qu'il vient encore de faire, qu'il fait dès l'année prochaine, en 2027. Biya devrait nous donner en fait un 18 000 km linéaire. Donc Biya est dans une insuffisance justement sur le linéaire routier bitumé. Donc je voulais aller dessus pour qu'ils comprennent qu'il ne s'agit pas de sortir des chiffres et de regarder que Ahidjo et Biya, il y a quand même le temps mis. Il y a aussi les circonstances, il y a les énergies financières et les énergies politiques qu'il a mobilisées. Mais Biya a eu plus d'énergie financière et plus d'énergie politique à son temps que Ahidjo. Donc ça, je voulais sortir là. Maintenant, sur la question, non, vous allez venir après, il n'y a pas de problème. L'énergie financière. Alors je dis ceci. L'énergie financière, non. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, j'entre dans la question. Je crois que j'entre dans la question. Merci. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, pour moi, ces gens dont vous parlez, les ministres, je vous le répète, monsieur Jean-Jacques Zé, le Cameroun a un seul problème, c'est Paul Biya. Tout ce que nous disons là, c'est monté, c'est descendu, les gens sont incoordonnés, les gens sont ceci. Si le chef est incoordonné, là tout sera incoordonné. On dit que d'accord avec vous, sauf que vous n'avez pas pu l'affronter pendant si le chef profite de l'incoordination, alors on peut comprendre que tous ceux qui sont autour de lui soient des incoordonnés parce qu'il en profite. Vous comprenez? D'accord. Donc, c'est un vieux débat, un mauvais débat même, que l'on puisse dire aujourd'hui que c'est les gens là qui dérangent. Parce qu'en fait, ce n'est pas les ressources qui manquent. Vous comprenez? Je vous ai dit, moi je suis un administratif. Dans ces ministères que vous voyez là, il y a des gens extrêmement compétents. Vraiment extrêmement compétents, mais qui n'ont pas voix au soleil parce que Biya ne travaille pas avec des gens qui ont l'amour du pays, des gens qui ont la compétence. C'était juste une réaction. Bonjour Gigi, et très belle émission. Je voulais dire que ce n'est pas le nombre de milliardaires qui fait une économie, c'est pour répondre à José Marie Elou. Bien sûr que c'est le nombre de milliardaires. Eyouk Paul Roger, c'est un avocat au barreau du Cameroun. Le Cameroun a besoin d'un pays riche et pas d'hommes riches. Je rappelle également que les routes de Yaoundé étaient goudronnées avant. C'est pas sérieux de comparer le Cameroun de 2026 à celui de 80. Il faut comparer le Cameroun
aux pays voisins et de la sous-région à date. Il y a des pays dont les ressortissants, à une époque, venaient ici chercher l'emploi et les subsides. Aujourd'hui, c'est le contraire. Moi, je conseille au président de ne pas faire un nouveau gouvernement, ni nommer un premier ministre. J'espère que le prof ne dira pas que je suis noyeur. Il a déjà dit, vous êtes noyeur. Il n'y a pas de conseil supérieur de la magistrature et cela n'émeut personne, même pas le professeur qui est sur le plateau. Shalom, mon grand frère. Donc, Roger Eyouka qui est du côté de avec votre permission, je voudrais donc sortir définitivement de ce sujet parce que je vois que les routes, ça cause problème. Vous voyez, le monsieur qui parle des routes, vraiment, il y a des sujets quand vous les posez, peut-être il faudra une émission dessus sur les Absolument. routes. Les routes d'Aïdjo ne sont même pas comparables aux routes de Paul Biya. En termes de qualité. Oui. Je prends seulement un cas. J'ai vu le combat qu'il y a eu entre le délégué du gouvernement de la ville de Yaoundé et les ministres de l'Habitat. Les gens applaudissaient, on nous a fait une route en 3 jours, alors que le délégué du gouvernement était là depuis un bon bout. Moi, je n'entre pas sur les problèmes de personnes. Allez regarder la structure physique d'une route, c'est-à-dire les différentes couches. Et vous voyez ce qu'on vous sert dans la ville de Yaoundé. Ils ne sont pas surpris. Regardez seulement quand il y a un nid de poule, pour le monsieur qui parlait là et tous ceux qui nous écoutent, quand il y a un nid de poule, c'est dans une chaussée. Regardez la petite épaisseur là, c'est des couches de propreté qu'on met partout. C'est pour ça que les routes ne mettent pas long. Les routes d'Aïdjo par exemple, regardez sur le boulevard. Regardez le boulevard. Quand vous regardez le boulevard pour aller jusqu'en Vombi, je passe sur le compteur des aînés qui est là, et lui aussi. Regardez les routes d'Aïdjo. Même quand elles se détériorent, ce n'est pas comme celles que vous avez là. Moi j'ai fait par exemple le Grand Nord, les routes d'Aïdjo qui faisaient Ngaoundéré jusqu'à Maroua là, presque Maroua. Même aujourd'hui quand il y a encore des petits morceaux là, on utilise encore ça quand même pour pouvoir survivre. Mais sur la route. Il faut faire attention. Donc il faut faire comprendre qu'il y a des entreprises sur Aïdjo. Si Aïdjo était encore, il y a des entreprises qui n'auraient jamais prospéré au Cameroun comme l'entreprise Radzel. Radzel n'aurait jamais prospéré au Cameroun. Parce que c'est une entreprise qui est devenue pratiquement à la solde de tous les ministres des routes. D'accord, mais merci. Que ce soit le ministre de la ville, que ce soit on va pas s'enfermer sur la comparaison. On va s'enfermer sur la comparaison avec Aïdjo. Merci, vous l'avez dit également. Il faut éduquer les jeunes générations. Est-ce qu'il y avait les poubelles avant? Est-ce que vous produisiez les ordures avant comme aujourd'hui? Il y a des budgets. D'accord. On va passer la caméra. Paul, Yves, bienvenue à Bama. Salut, merci. Le système est créé le monopole. Nous allons en sortir. C'est le discours qu'il faut tenir. Merci. Valère, est-ce qu'il faut redouter un chaos? Quelles peuvent être les portes de sortie? Oui, et on sort l'émission. On doit pouvoir redouter un chaos parce que la colère du peuple aujourd'hui se fait déjà vibrante. Elle se fait déjà vibrante. J'ai vu le dernier point que vous avez mis dans votre sujet, où le peuple se réjouit déjà des décès en cascade de ceux qui dirigent. C'est-à-dire c'est un signe dans cette société pour montrer effectivement que le peuple en a marre et que même la solution naturelle qui semble déjà apporter une régulation à la situation est déjà très présente pour ce peuple-là. Le chaos aussi pourrait advenir au cas où, de manière générale, ceux justement qui empêchent le président de nommer un vice-président actuellement là, continuent dans cette manœuvre-là pour nous imposer un vice-président de leur choix au cas où le président venait à disparaître. Vous comprenez ce que je dis? Le chaos pourrait surgir. C'est-à-dire que la jeunesse va se lever comme un seul homme pour dire cela ne se fera pas. Parce qu'effectivement, s'il y a de son vivant, on le voit respirer, marcher, non pas un vice-président, puisqu'il s'agit de nommer, et qu'on attend qu'il s'en aille pour nous dire qu'il avait signé avant de partir, nous n'accepterons pas ça. Donc là, le chaos va se faire. Le dernier signe de chaos qui peut advenir, c'est que justement cette élection, ce programme électoral qui est déjà fixé au calendrier pour 2027, que ces élections soient encore repoussées une énième fois. Parce qu'effectivement, nous avons supporté que février dernier, qu'on puisse faire ce qu'ils ont fait, tout ce désordre-là, mais que justement, une fois que le calendrier a été fait ainsi, nous nous remettons au travail. C'est le cas, par exemple, pour le parti Jouvin, nous nous remettons au travail pour, effectivement, aller aux élections en 2027. Donc, si cela est repoussé, créer d'abord une structure, et on verra si cela est repoussé, le chaos pourrait aussi arriver. Alors, nous disons au président et à ses amis, les dates sont fixées, nous travaillons déjà, pour ceux qui disent que l'opposition ne fait rien, nous travaillons déjà pour être à date et à jour en 2027 aux élections. Ne repoussez pas ces élections, parce que c'est le dernier tournant pour la jeunesse camerounaise de prendre ce pays, de le reprendre entre vos mains et de reprendre son destin. Le 20 mai prochain, fête de l'unité. La semaine prochaine, on examinera l'unité nationale au Cameroun. On va sortir de cette émission avec un clin d'œil en image pour saluer sous les Onoyolo. Merci au Popoli qui a croqué sous les Onoyolo. À cette allure, les poils vont dépasser les orteils. Et l'autre qui dit dire, ça pousse chaque jour. C'est de moi? Et ça pousse chaque jour. Et tu ne te bouges pas. Voilà. Merci d'avoir regardé cette édition de Libre Expression. Merci de rester fidèle au programme d'Info TV. Merci sous le Yolo. Merci d'être là. À très bientôt.